Hagerty et le magazine V8 Passion sont fiers de vous présenter Passion Auto Rétro. Salut tout le monde, bienvenue à Passion Auto Rétro. Cette semaine, dans un magnifique décor de la Beauce, je vous présente une machine de guerre, une Kaiser Willis 67, et je vous la fais découvrir avec M. Lagueux. Le M38A1 est l'évolution de la Jeep M38 utilisée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle est la première à arborer le capot et les ailes rondes qui seront la marque de commerce pour les CJ5, 6, 7 et 8. Il y a eu plusieurs variantes de ce modèle avec mitraillettes, missiles et ambulances. La version CDN2 a été produite pour le Canada. Monsieur Lagueux, vous êtes propriétaire d'un Kaiser Willis 1967. On s'entend que ça ne court pas les rues. Je voudrais savoir de quelle manière vous avez trouvé ce véhicule-là. Oh mon Dieu Seigneur, ça doit faire 8 ans, oui, 8 ans et demi que j'étais en voiture avec mon frère Christian. On est deux enseignants, on s'en allait à une réunion à Beauceville. Et puis, je lui avais parlé les jours précédents que je voulais devenir propriétaire d'un véhicule antique. Premièrement, soit un camion, un petit camion des années 50. Pick-up. Oui, c'est ça, un petit pick-up boîte courte ou un véhicule militaire, mais les véhicules militaires, ça ne court pas les rues. Puis des beaux, mais on s'entend, il n'y en a pas beaucoup non plus. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y en a toujours sur les tas de roches, là, bon, en mauvaise condition, mais j'avais parlé de ça, puis en s'en allant à la réunion, à droite, il y avait un garage où est-ce qu'ils vendaient des voitures, et puis il y avait ce véhicule-là. Comme par miracle, il est tombé dans vos yeux. C'est ça. Il est apparu là. Et puis, il dit à Christian, arrête, faut aller voir ça. Il dit, non, on peut pas. Faut aller à notre réunion, on va être en retard. Fait que, on a continué à la réunion, mais je n'étais pas très attentif à la réunion. Ouais, après la réunion, vous avez fait quoi? Après la réunion, on est revenu vers Saint-Georges, puis j'ai dit, on va arrêter, mais il était 5h30. Le garage était fermé. Il n'y avait personne au garage. Fait que je regardais un peu dans... Il y avait rentré le Jeep à l'intérieur du garage, puis j'ai réussi à trouver un numéro de téléphone. Fait que tout de suite, le lendemain matin, à 8 h, j'ai appelé, c'était un vendredi. J'ai appelé, puis je suis allé tout de suite l'inspecter, si on peut dire. Hein, et puis... J'étais un œil dessus. Oui, puis... Tu se tentais un peu plus? Oui, la vente s'est faite rapidement. Ça n'a pas été dur pour le vendeur. Non, j'imagine. Je l'ai acheté tout de suite, puis le lendemain, le samedi matin, je suis allé le chercher. Je me souviens, il disait très froid. Mais je l'ai essayé à ce moment-là avec le monsieur. Quand même qu'il n'aurait pas bien marché, je l'aurais pris quand même parce qu'il n'y en a plus, comme on disait tout à l'heure. Hein, non, c'est très, très, très rare. rare. Pas les rues. Et puis surtout dans un état où est-ce que le moteur fonctionnait, la carrosserie était quand même bien. C'est sûr que l'état général devait être amélioré, mais... C'est un beau projet, comme on dit. Un projet, oui. Réaliste. Oui, réaliste pour un gars comme moi qui n'est pas très mécanicien. Alors, c'est ça, j'en ai fait acquisition. Parlez-moi un peu de l'état du véhicule quand vous l'avez par rapport au véhicule qu'on voit aujourd'hui. Bien, disons que l'état de la peinture. Bon, la peinture était comme à peu près ça, mais je ne sais pas si c'est le monsieur ou quelqu'un d'autre auparavant avait essayé de faire une cire au soleil. Il a comme raté son coup. Au soleil, ça va pas très bien, une cire. Non, donc, effectivement. La peinture était terne, était blanche, alors ça n'avait pas d'allure. J'ai essayé des produits, mais dernièrement, j'ai trouvé un bon produit l'année passée, là, et puis ça permet d'avoir redonné de l'éclat à la voiture. Ça fait ressortir beaucoup la patine de la couleur de la voiture. Et donc, ça nous permet de voir un peu son vécu. Hein? C'est pas une peinture neuve. Non. C'est une peinture qui a été refaite, mais qui est dans un bon état. Et les gens aiment ça, voir un véhicule qui a du vécu, comme ça. On a vraiment un feeling de liberté. Hein? C'est vraiment magnifique.
Ces Jeeps-là ont servi aussi pendant la crise d'octobre 70. C'est ces Jeeps-là qu'on voyait. Oui, effectivement. Puis d'ailleurs, moi, cette Jeep-là, comme vous avez pu voir les identifications qu'on retrouve alentour de la Jeep, on retrouve l'insigne de la Force Mobile. OK. Qui était... la Force Mobile avait un mandat au sein des Forces canadiennes pour le maintien d'une sécurité intérieure. Oui. Donc, elle a été demandée pour être déployée lors de la crise d'octobre. Et d'ailleurs, on retrouve une photo célèbre devant le Parlement de Québec. Une Jeep exactement comme celle-là, la M38A1 CDM2. Et elle porte les mêmes insignes que la mienne. Même chose. Oui, bon, c'est pas un hasard. Alors moi, j'ai repris les mêmes insignes pour l'identifier à la crise d'octobre. Et Christian, mon frère, et moi, nous avons développé une activité pédagogique pour les élèves en regard de la crise d'octobre. Donc, alors, vous faites des parallèles pour éduquer les gens sur cette période-là. Voilà, on se rend dans des écoles avec la Jeep. Alors, on est rendu. On la voit à tes côtés. C'est de tes côtés? Ah oui. Ah, ben oui. Deux, un, 6 pouces. Wow. C'est fait. Tout. Prise 2. Cette semaine, dans le volet avec Mario Lacroix, on va parler d'un véhicule, un camion, mais assez inusité. On parle du Snow Cruiser Antarctica, c'est bien ça? Oui, surnommé le ou la Big Bertha. Écoute, c'est un monstre, c'est gigantesque, là, c'est vraiment exceptionnel. C'est impressionnant, c'est quasiment un paquebot, là. Exactement. Alors ça, c'était créé tout simplement pour aller explorer le Grand Nord canadien. Là, on parle vraiment de la calotte polaire. L'aventurier américain qui était très connu à l'époque, Richard Byrd, entre 1928 et 1956, pour situer les gens, là, il a fait 5 voyages dans le Grand Nord. Donc, lui, il savait des besoins. Exactement. Donc, à son 3e voyage, il s'est fait construire justement ce bidule, en tout cas, cette conception a été créée par le docteur Poulter. Poulter. Lui, c'était un grand explorateur aussi à l'époque, donc il savait un petit peu dans quoi il s'embarquait. Une fois terminé le véhicule, il mesurait 55 pieds de long, quand même, 20 pieds de large et 16 pieds de hauteur. C'est un bateau. C'est un bateau, pour dire oui. Il était même conçu pour transporter un avion, un Beech 17, qui pouvait transporter en cas que, mettons, qu'il faut qu'il aille voir plus loin, revenir, peut-être savoir, on prend-tu le bon chemin, parce qu'on n'est pas à l'époque des GPS. Donc, il faut le transporter sur une partie, après ça, l'avion prenne son envol. Exact. Le poids total, une fois chargé, 75 000 livres. Aïe aïe. Là, vous allez me dire, la propulsion, comment est-ce qu'on fait pour déplacer ça? C'était des moteurs diesel Cummins de 150 HP. Il y en avait 2. Qui faisaient fonctionner les 4 moteurs de traction de General Electric. Donc, il y avait 2 moteurs pour actionner les 4 moteurs électriques de chaque roue. Donc, on fonctionnait sur le principe de la locomotive diesel. On fabriquait l'énergie électrique pour faire marcher les moteurs électriques. C'est ça, exactement. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Il pouvait transporter 2500 gallons de carburant diesel, formulé naturellement pour les températures froides, et un autre 1000 gallons d'essence pour l'avion. On essaie de penser, mais c'est vraiment quelque chose. On dirait qu'on est à la guerre des étoiles déjà, un petit peu à l'avance. La construction a coûté 150 000 $ américains à l'époque. C'est énorme. C'était beaucoup pour l'époque. Pour le transporter, ça devait être un spectacle que j'aurais aimé tellement voir. Vous allez le voir en photo. On est parti de Chicago jusqu'à Boston pour le rendre jusqu'à son point de départ en bateau. Ah ouais. Pour l'amener jusqu'à l'expédition, jusqu'à prendrait point de départ. Dans le voyage, il y a eu plein d'embûches, passé en dessous des viaducs. On a fermé la circulation à plusieurs endroits. Bref, c'était tout. Je pense que l'expédition, de le transporter au bateau, a été plus haute que l'expédition dans le Grand Nord. J'imagine. Petite question. Oui. Quand il s'enlisait, c'était quoi la solution pour le sortir de là? C'était là le problème. OK. C'est pour ça que le projet est mort dans l'œuf.
La semaine prochaine, Mario, on parle du Vetmobile. Le Vetmobile, très intéressant, vous allez voir, on parle de quelque chose qui a donné naissance à autre chose après. Merci, Mario. Cette chronique vous a été présentée par le restaurant Parmesan et les Belles Autos d'hier. Le 1er janvier 1967, Lester B. Pearson allume la flamme du centenaire face au Parlement d'Ottawa pour célébrer le 100e anniversaire de la Confédération. Cette flamme, entourée des écussons des provinces et territoires canadiens, symbolise l'unité du pays d'un océan à l'autre. Le 9 février, un séisme fait des ravages dans les environs de Bogota, en Colombie. Le tremblement de terre monte à 7 sur l'échelle de Richter, faisant près de 70 victimes et 200 blessés. Le choc est si grand que même la tour de l'église San Juan de Dios s'effondre. Environ 350 secousses secondaires sont ressenties au cours du mois suivant. Le 25 août, George Lincoln Rockwell est assassiné. Le chef du Parti nazi américain, ancien membre de la Navy américaine, est exécuté par John Patler, un ancien membre du parti qui avait été rejeté par Rockwell pour ses idées marxistes. Rockwell est bien connu du public pour ses nombreuses déclarations où il nie l'existence de l'Holocauste et prône le suprémacisme blanc. Monsieur Lagu, dans le volet précédent, on a vu de quelle manière vous avez trouvé votre véhicule. Maintenant, il y a énormément de caractéristiques sur une Jeep qui sort de l'ordinaire. Oui. On va passer au travers un peu des items qui sont quand même très utiles, mais aussi qu'on connaît peu. C'est simple, ici, on a un câble, on sait pourquoi ça sert à tirer un autre Jeep qui est mal pris. Voilà. Il y a les grillages, on sait un peu pourquoi, c'est pour empêcher les roches de briser le phare. Voilà. Et là, on va continuer. Il y a une petite, on peut appeler ça une trappe ici, qui existe, qui sert à quoi, ça? Cette trappe-là, on va l'ouvrir, on va l'enlever lorsqu'on va vouloir installer l'ensemble ou le kit de gué à l'eau. C'est-à-dire que lorsqu'on va vouloir traverser une rivière... Par exemple, et vous voyez, ce Jeep-là, il peut être en immersion dans l'eau jusqu'à 74 pouces, c'est-à-dire au nez du conducteur. C'est-à-dire que ça peut aller jusqu'ici? À 74 pouces. C'est au-dessus de la vitre. Ah oui, au-dessus du base de vitre. Jusqu'au nez du conducteur, à peu près. Donc, on peut traverser une rivière, mais c'est ici qu'on va sortir de la prise d'air qui va longer ici. C'est un tuyau de 6 pieds qui va longer le cadre du pare-brise et on va l'attacher avec des fixations prévues à cet effet-là. Donc, le kit va aussi comprendre une rallonge. À l'arrière? Oui, à l'arrière pour sortir les gaz d'échappement. Sinon, on va faire des ballons pas mal. Oui, effectivement. Fait que c'est un kit qui permet justement de traverser les rivières. Ça, c'était une nécessité. Après-guerre, la commande avait été donnée d'avoir ces types de véhicules-là. Alors, on a rajouté beaucoup de commodités aux véhicules. Par rapport au MB qu'on avait lors de la Première Guerre. Ça en a fait un véhicule drôlement versatile. Quand on dit qu'on peut aller dans une rivière et aller au niveau du volant, à peu près, c'est des véhicules... Mais... c'est quelque chose? C'est quelque chose, mais mécaniquement parlant, il faut penser qu'il y a tout un système d'évacuation des gaz au niveau du moteur, au niveau du réservoir d'essence, au niveau du distributeur. Il faut que ça soit vraiment réfléchi. Il faut que ce soit hermétique. Et il faut qu'il y ait un système qui permette d'évacuer des gaz, d'évacuer des chaleurs. Et je prends juste le distributeur, entre autres, où j'ai eu de la difficulté mécaniquement avec le distributeur parce que, justement, la pompe, c'est la pompe à gaz qui fait l'action. C'est une pompe à 2 actions qui fait le vacuum. Alors, si tu n'as pas une pompe qui fait la deuxième action, les gaz ne s'échappent pas. Et même encore aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'aller dans l'eau. Juste avec la chaleur. L'été passé, il a fait très chaud. Une chaleur qui était très humide. Et j'avais des problèmes avec le distributeur. Le distributeur, parce que tout est à l'intérieur du distributeur, c'est fermé hermétiquement. Tout l'ensemble de l'allumage, les câbles à bougie sont isolés.
tout l'ensemble que vous avez, si on prend les pointes, le rotor, Tout est fait le pour, cadre distributeur et principalement la fameuse bobine d'allumage, le coil. Quand c'est inséré dans un ensemble hermétique, imaginez Ouais. la chaleur que ça dégage là-dedans. C'est énorme. Alors, c'est évident que ça prend un vacuum qui va sortir la chaleur intense qu'il y a là et faire rentrer d'air frais. Alors, c'est pensé pour l'époque, là. C'est nouveau. Il faut que ça soit très bien fait. Une goutte d'eau dans un distributeur, c'est terminé. Puis Terminé. une goutte d'eau qui rentre dans l'alimentation, c'est terminé aussi. Voilà. Fait que c'est un véhicule vraiment conçu, réfléchi pour passer au travers d'à peu près Oui, tout. puis c'est une technologie qui est nouvelle à l'époque. Aujourd'hui, on la connaît, cette technologie-là. Il y a encore des véhicules qu'on voit aujourd'hui, des Jeep récents, qui ont ce fameux tube. Oui, on les voit. Hein? Alors, ils appellent ça en anglais Fording Kit, ou le kit de l'ensemble de Haguet. J'ai comme un doute que c'est plus esthétique que s'en servent pour vrai. là. J'espère, parce qu'il y a d'autres composantes mécaniques. Là, Ouais, c'est pas facile. c'est sûr qu'à l'époque, dans l'armée, ben, c'est pas nous autres qui payent. Hein, fait que on peut y aller, puis on peut l'essayer, mais quand c'est nous qui payons sur les réparations, Ben, on y pense on plus. y pense un petit peu plus. Le filet, ça sert à quoi? Je suis curieux. Moi, c'est un filet pour habiller le Jeep, un filet de camouflage. en quelque OK, sorte. en fait, c'est pour le camoufler, c'est en C'est situation de, mettons, Oui. de guerre. Oui. À l'intérieur, ben, il y a des trousses de premiers soins, bien sûr. On a La lumière. la lumière ici, OK. la lampe de Oui. poche. Ici, des pansements. Les 3 bras de vitesse. Hein, Oui, pour, 3 trois boîtes de vitesse. La première, c'est... 3 vitesses d'avant, une de reculons. OK. Ensuite, nous avons les 4 roues motrices. Oui. Et nous avons la vitesse haute, la vitesse basse, high-low. High-low, donc les 3 leviers à ce Oui, moment-là. effectivement. Alors, quand on met ça sur la vitesse basse, là, 4 roues motrices, c'est très fort. Première vitesse, là, c'est très fort. Ce qu'elle appelait le petit bœuf. Le petit bœuf, effectivement. On avance à 1 km/h, mais il n'y a rien pour Oui. arrêter ça. Non, il n'y a rien pour arrêter ça. À l'arrière, il y a un aménagement temporaire aussi, on s'entend, c'est À des l'arrière, sièges. on a rajouté un réservoir d'essence. On a rajouté une roue de secours. On a rajouté tous les accessoires pour être capable de tirer une remorque ou un réservoir d'eau. C'est un véhicule qui va avoir un empattement un peu plus large, à peu près Ouais. 1 pouce, et une longueur de 6 pouces de son précédent, le M38. Et ça fait qu'à ce moment-là, il est un peu plus lourd. Hein? OK. Puis tous les équipements qu'on a vus, il y a des crochets en avant pour tirer, crochets en arrière aussi. Ça fait qu'un véhicule qui est plus lourd, donc on va avoir besoin d'un moteur qui est plus performant. Plus performant à Et ce c'est là moment-là. qu'on va rajouter un nouveau moteur plus performant. Il va dégager quand même 72 chevaux au lieu de 60. Une bonne différence, c'est quand on parle d'un véhicule de cette grandeur-là. Oui, effectivement. Les Willys étaient propulsés par un 4 cylindres de 134 pouces cubes de 60 ou 75 chevaux, accouplé à une transmission manuelle à 3 vitesses et 4 roues motrices. La vitesse maximale se situait à 65 000 à l'heure. La production de la M38 s'est échelonnée de 1952 à 1971 avec 101 500 unités, dont plus de 21 000 pour le marché extérieur. Monsieur Dagu, on a vu dans le volet précédent toutes les caractéristiques du Jeep. Il y en a énormément. On se rend compte qu'encore aujourd'hui, on a des aires de famille chez Jeep qui sont encore d'origine de ce modèle-là. Oui, bien, le M38A1, c'est une nouvelle configuration par rapport au M38, son précédent. Et vous voyez, c'est la courbure des ailes ici à l'avant. C'est la courbure aussi sur le capot. Et ça, c'est dû à l'introduction d'un nouveau moteur qui demandait un rehaussement du capot. Et ça, cette configuration-là, on la retrouve toujours. On la retrouve à partir des CJ5, Civilian Jeep 5, à partir de 1955, qui a cette même configuration-là. Puis au fil des ans, les CJ7, 8, effectivement, ça garde cet aspect-là. Puis on regarde aujourd'hui un Jeep Unlimited. Vous avez encore la même configuration. Exactement. C'est quelque chose qui appartient à la marque. On sait que c'est la marque Jeep.
Le fameux CJ, on va le dire, ça veut dire tout simplement Civilian Jeep, le Jeep civil, Oui. dans le fond. C'est après la guerre, Oui. on a dit qu'est-ce qu'on fait avec les moules, qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qu'on a créé. Oui. Et c'est de là l'idée de créer une Jeep civile. Une Jeep civile pour la promenade, pour le transport, pour les utilités agricoles aussi, parce qu'on pouvait mettre un PDO à l'arrière et avoir des instruments aratoires qui pouvaient être installés. Et donc, on voyait les Jeeps qui remplaçaient les tracteurs. Mon oncle, il était Oui. avec justement un Willys. Et le PTO, pour ceux qui ne le savent pas, mais en fait, le PTO, c'est un appareil à l'arrière du véhicule qui donne de la puissance à la machinerie agricole ou n'importe quelle machinerie. Mhm. Voilà. Alors, Dans la vie de tous les jours, vous, avec un véhicule comme ça, j'imagine que vous vous promenez, vous faites des petites balades autour. Les gens, quand vous arrêtez, comment ils réagissent quand ils voient ça? il y en a plusieurs qui me font ça. OK. Ça, c'est intéressant. C'est le fun parce que ça nous récompense un peu pour le travail qu'on met sur la voiture pour la rendre intéressante. Mais les gens aiment voir ces modèles-là. Ils sont très rares. Oui. On n'en voit pas partout. Et des véhicules qui fonctionnent sur la route. Moi, je la prends presque à tous les jours. Je vais chercher, je vais faire l'épicerie. Je vais chercher des matériaux à la quincaillerie avec un autre trailer, un autre remorque que je peux installer derrière. Je la prends presque à tous les jours, quand il fait beau. Vous Quand- le vivez. Oui. Je l'ai acheté pour ça. Puis, je veux être capable de l'utiliser aussi. Je veux pas avoir une voiture antique ou ancienne pour être dans le garage pour la Un frotter tout le problème temps. mécanique simple, facile à réparer. Ouais. La mécanique, c'est quand même quelque chose parce que je suis pas mécanicien, moi. Ouais. Mais j'ai un excellent mécanicien. J'ai toujours eu des excellents mécaniciens. Et présentement, je me suis rapproché un petit peu de chez moi. Puis j'ai un mécanicien, il est excellent. C'est un de mes anciens élèves, parce que moi, je suis enseignant. Et c'est un élève que j'ai eu il y a une quinzaine d'années dans mes cours d'histoire. Puis maintenant, il a son propre garage. C'est lui qui fait ma mécanique. C'est lui qui m'enseigne maintenant. C'est lui qui m'enseigne la mécanique. Il me fait comprendre qu'est-ce qu'il y a qui ne marche pas. Puis je vais le voir souvent, parce que moi, comme je dis, je ne suis pas mécanicien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il m'explique C'est ça, pour comprendre. le fonctionnement des pièces, le fonctionnement de la mécanique. Et puis, je suis en train de devenir mécanicien. Un passionné. Monsieur Lagouche, je vous remercie Ça me fait énormément. plaisir. Super intéressant, j'ai appris plein de choses. La voiture de la semaine vous a été présentée par Hagerty Assurance de voitures classiques. Cette semaine à l'émission, on parle d'assurance avec notre partenaire Eric Cisco d'Hagerty. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Ça va bien? Très bien et vous? Super. Cette semaine, on va parler un peu des catégories de véhicules que vous assurez, parce que c'est quand même assez large, puis on va donner un peu d'informations générales également. Certainement. Alors, chez Hagerty, on assure tout ce qui concerne des années 1900 à cette année, c'est-à-dire 2021. Donc, si vous avez un véhicule classique, on les fait. Les muscle cars, on les fait. Les véhicules militaires, on les fait. Ce qu'on appelle les retired reconstruits, modifiés. Resto mode, j'imagine. Resto mode. Les véhicules exotiques que j'appelle vos Porsche, Ferrari, Lamborghini, toutes ces choses-là, on les fait aussi également. Et bien évidemment, exemple des camions pompiers, on les fait. Vous allez là aussi. On a des clients qui ont des tanks, ou des chars d'assaut qu'on appelle. Vous seriez très surpris, Eric, tout ce qu'on assure. C'est vraiment tout ce qui sort de l'ordinaire et que quelqu'un voudrait assurer. Alors même les gens qui ont des collections et qui ont, là on est dans un magnifique garage, qui ont ce que j'appelle de la memorabilia, Oui. ou des documents par rapport à leur voiture, on les assure également. Si j'ai un véhicule en cours de construction, Oui. j'ai mettre un châssis de GTX ou Auchan, rien d'autre, est-ce qu'on peut assurer les projets en cours de développement? Certainement, très bon point Eric. Alors chez Hagerty, comment on va dire, on se différencie un peu de la concurrence, c'est qu'il y a 3 volets. 3 avenants des couvertures supplémentaires qu'on offre. Bien évidemment, vous êtes couvert de A à Z avec nous, mais en valeur agréée. Donc, si votre véhicule coûte 50 000 $, vous allez être couvert en cas de perte totale pour 50 000 $. C'est comme une valeur à neuf pour les véhicules classiques, on va dire. Et on a cet avenant de véhicules de restauration. Donc, quand vous êtes en train de restaurer votre véhicule, vous êtes couvert pour ça, pour le feu et le vol. On a aussi un avenant qui s'appelle l'avenant de sauvetage de véhicules précieux qui vous permet de récupérer l'épave de votre véhicule suite à une perte totale. Donc, il n'y a personne qui offre ça dans l'industrie à part nous.
assez brillant comme idée pareil. Ça donne beaucoup de souplesse. Oui, tout à fait. Mais le but, c'est qu'il y a toujours une histoire sentimentale attachée à ces véhicules. Et les gens qui travaillent sur des véhicules classiques, ils mettent non seulement, on va dire, de l'argent, de l'investissement, mais il y a une valeur sentimentale. Quand vous parlez à quelqu'un qui a un véhicule classique, il a toujours une histoire derrière ça. Et donc, nous, on s'est dit, on veut assurer les gens de A à Z. C'est sûr que quelqu'un qui passe 15 ans de sa vie sur un projet en cours, puis il arrive quelque chose, puis il n'est pas assuré, ça doit être désolant. En terminant, Hagerty, vous êtes partenaire avec Leclerc Assurance. Oui, tout à fait. Juste vous expliquer un peu mécaniquement comment ça fonctionne. Oui, certainement. Alors, Leclerc, c'est un courtier, on va dire partenaire à nous. C'est une exclusivité qu'ils ont avec nous. Et en dessous de Leclerc, il y a bien évidemment différentes compagnies de courtage qui peuvent venir justement s'ils veulent avoir accès à notre produit. Donc on va dire, nous, on est comme la maison mère, on est le produit principal. Et comment est-ce qu'on vend notre produit, on va dire, au Québec? C'est à travers notre partenaire Leclerc Assurance, qui sont des passionnés de véhicules classiques comme moi. Compagnie d'ailleurs très bien implantée au Québec. Exactement, ils sont à Drummondville, ils sont entre Montréal et le Québec, et la ville de Québec, pardon, et ils sont très bien. Merci Eric. Merci à vous, à très bientôt. À bientôt. Ce segment vous a été présenté par Hagerty, assurance de voitures classiques. C'était Éric Fortier, mais j'espère que vous avez apprécié au nom de toute notre équipe. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Auto Rétro. Passion Auto Rétro vous a été présenté par le magazine V8 Passion et les belles autos d'hier.